Simon, on s'est rencontrés il y a quelques années. Ouais. Comment dire, vous permettez, Madame Gobert, depuis on ne s'est jamais quitté. C'est vrai. On se voit, on se revoit, on a plaisir à discuter, partager ensemble. On danse ensemble. On danse ensemble aussi. Voilà. Pour son anniversaire, on a dansé ensemble, 31 juillet. C'est ça ? 30 juillet, pardon. Et puis voilà, il a accepté de nous faire cette conférence ce soir. Je vous remercie énormément, au nom de tous. Et puis je vous remercie à tous d'être présents ce soir. Et puis on espère que tu auras l'occasion d'en refaire encore. Oui, oui, t'inquiète pas. Pour le présenter encore à davantage de personnes, avec une bonne santé encore de longues années. Merci. Avec tous tes amis à tes côtés. Merci. Et que Dieu continue à être avec toi. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Chers tous, merci d'être présents. Je me présente. Simon Glaubert. Je suis né en 1927 à Francfort. J'ai donc 96 ans. Je vous raconte ma vie que j'ai eue depuis 1927 jusqu'à aujourd'hui. Si vous ne m'entendez pas bien, vous levez la main. S'il y a des questions, ce sera, si vous le voulez bien, après la conférence. Je répète donc, je suis né à Francfort-sur-le-Main le 30 juillet 1927, de parents juifs allemands ashkénazes de plusieurs générations. J'ai été élevé dans la religion juive traditionnelle jusqu'en 1933, à l'arrivée d'Hitler. Nous étions une famille heureuse. Mes parents étaient des bourgeois et nous n'avions pas de problème sur le plan juif. En 1933, lorsque Hitler est arrivé, mon père s'est rendu avec son frère un matin, comme toujours, à l'usine de fabrication de pain industriel. Et à leur grande surprise, l'usine était occupée par l'armée allemande. Il leur ont dit, vous n'êtes plus chez vous, l'usine appartient à l'État, les Juifs, on n'en veut pas. Là-dessus, mon père est rentré à la maison, il a dit à ma mère, on s'en va tout de suite. Ils ont mis aux enchères tous leurs biens. Ils ont donné une annonce, beaucoup de gens sont venus pour tout acheter. Et à la fin de la vente aux enchères, il y a un monsieur de la commandanture qui s'est présenté en disant « Voulez-vous me donner vos passeports et tout l'argent que vous venez d'encaisser ?» Ce que mon père a fait. Et il lui a dit « Venez demain à la commandanture, je vous rendrai vos passeports. » Le lendemain, il est allé à la commandanture, il lui a rendu les 2 passeports et 500 marques. C'est tout ce qu'il lui a donné sur la vente. Il lui a dit, si vous ne partez pas tout de suite, je vous tue. Ce sont les paroles. Mes parents, donc, sont partis de Francfort en mai 1933, avec mon frère, ma mère, mon père et mon frère aîné. Ma sœur, ma jeune sœur et moi, nous sommes restés chez une de nos tantes en attendant que mes parents soient installés. Ils sont partis à Paris. Fin août, maman est venue nous chercher, ma sœur et moi. Ma sœur avait 3 ans de moins. Elle avait donc 3 ans et moi j'avais 6 ans. Nous sommes partis à Paris. Arrivés à Paris, fin août 1933, mes parents nous ont inscrits à l'école communale, début septembre, ainsi que mon frère aîné qui avait 10 ans. Ma petite sœur est allée en maternelle, et moi en école primaire. La classe à l'époque c'était la 12e, c'était la toute première.
et mon frère était déjà dans la 7e. Bien sûr, le premier jour, quand je suis arrivé à l'école, je ne connaissais pas un mot, je ne comprenais pas ce qu'on disait en français. Et je me suis mis à pleurer, à tel point qu'ils m'ont amené dans la classe de mon frère aîné, qui lui comprenait un peu le français. Bon, au bout de quelques mois, je parlais le français, ma soeur parlait le français, mon frère aussi. Ça s'est passé bien. Ça a duré, ça, depuis septembre 33 jusqu'en septembre 37. En septembre 37, mon père nous a inscrits à l'école Maïmonide à Paris, d'abord dans le 12e. Ils ont transféré l'école à Boulogne-sur-Seine ensuite. Jusqu'à l'arrivée de la guerre. La guerre a été déclarée le 1er septembre 1939. Bien sûr, l'école Maïmonide a fermé pratiquement immédiatement. Je suis retourné en septembre à l'école où j'étais avant, à l'école communale. Et au début de la guerre, en 1939 donc, les enfants de la région parisienne les jeunes enfants ont tous été évacués de la région parisienne à cause des risques de bombardements allemands. Ma sœur et moi, ma jeune sœur et moi, nous avons été évacués sur une petite ville qui s'appelait Maillet, dans la Sarthe, où nous étions beaucoup d'enfants, en attendant qu'on puisse rentrer à Paris. Nous sommes rentrés à Paris début janvier. Début janvier, mon père et mon frère aîné, qui avait déjà 17 ans, ont été internés dans un camp dans la région parisienne, étant donné qu'ils internaient tous les juifs allemands comme 5e colonne. Ils ont eu peur de la 5e colonne, des espions allemands. Donc, mon père et mon frère ont été internés, et à l'arrivée des Allemands à Paris en juin 40, les camps d'internement de la région parisienne ont été transférés dans le sud de la France, en zone libre. Donc, mon père et mon frère, nous ne les avons pas revus, et nous sommes restés à Paris, ma mère, ma soeur et moi, et ma grand-mère, je dois faire une aparté, que mon père a juste pu faire venir de Francfort fin août 1939, juste avant la déclaration de la guerre. Elle ne voulait pas venir, mais il l'a fait venir quand même. Il a fait venir également de Francfort son jeune frère qui avait 14 ans de moins que lui, qui est arrivé avec nous en 1933. Nous étions donc 6, et de 6, on n'était plus que 4. Nous sommes donc restés à Paris sans mon père. Nous n'avions plus de revenus, plus de ressources. Et un jour, ma mère a dit, il faut qu'on trouve moyen de partir en zone libre pour retrouver notre père. Mais on n'avait pas de moyens. Donc, j'ai dit à maman, écoute, j'ai un ami juif qui habite pas loin d'ici, qui ont de l'argent. Je vais leur demander s'ils ne veulent pas nous acheter 2 petits fauteuils, parce que nous avions des petits fauteuils Art déco. Il a dit pas de problème. Son ami et moi, on est venus à la maison chercher 2 fauteuils, on a pris sur la tête. On est descendu, on a traversé quelques rues, on les a portés à l'appartement où vivait le père de mon ami. Il nous a donné l'argent. Et grâce à cet argent, ma mère a dit, demain on s'en va. Et pour partir, il fallait trouver un passeur pour passer de zone occupée en zone libre. Or, la zone libre se trouvait à Paray-le-Monial. Pour passer des zones occupées, en zone libre, il fallait passer par Paray-le-Monial. Nous avons trouvé un passeur et nous sommes partis de Paris début février 41. Je fais un aparté maintenant. En juin 40, donc un an avant de partir, même pas, je devais passer mon certificat d'études. Ça tombait un samedi.
juif pratiquant, pas question. Elle a demandé, ma mère a demandé à sa belle-sœur, est-ce que tu crois qu'il peut... Elle m'a dit, non, c'est pas possible. Non, j'ai perdu un an. Bon. Et puis également, en 1939, au début de la guerre, mon père était un inventeur. Il avait inventé avec un ami, un associé, en 1937, un projecteur publicitaire. Ce projecteur publicitaire avait pour but de faire de la publicité dans les nuages, par projection. À l'occasion de l'exposition universelle de 1937. En 1939, donc, mon père a dit, nous allons offrir notre projecteur à la défense passive de la ville de Paris contre les attaques d'avions. Ce qu'ils ont fait. Je vous dis ça parce qu'il y aura une parenthèse après. Nous sommes donc partis, je reviens, début février 1941, pour la zone libre. Il y avait ma mère, ma grand-mère, ma petite sœur et moi. Moi j'avais à l'époque 13 ans et demi. Ma sœur avait 12 ans. Nous avons pris le train, nous sommes arrivés à Paray-le-Monial, nous sommes descendus à Paray-le-Monial et nous avait indiqué un petit hôtel où en principe les Allemands passaient pratiquement pas pour contrôler les papiers. Nous sommes allés dans ce petit hôtel, on avait une grande chambre pour nous quatre, ma grand-mère, ma mère, ma sœur et moi, mais on nous a demandé de laisser les papiers à la réception. Ma mère ne voulait pas, mais il faut le faire madame. Donc on les a laissés. Mais du coup ma mère avait tellement peur que la police passe, qu'elle n'a pas dormi la nuit, et nous non plus d'ailleurs. À 4 heures du matin, février 1941, un hiver très très froid. À 4 heures du matin, nous nous sommes levés. Nous sommes partis sans faire de bruit de l'hôtel, à pied. On nous a dit, vous devez traverser le pont de chemin de fer, qui lui était gardé par des gardes allemands avec des chiens. Vous passez le pont sans faire de bruit. Heureusement, il faisait nuit noire, il n'y avait pas de lune. Vous passez le pont, une fois passé le pont, vous sortez à pied du village et vous continuez à marcher. Et le guide va venir vous chercher en cours de route. Il devait donc être quelque chose comme 5 heures le matin. Nous avons marché, le guide nous a rejoints, nous avons marché pendant je ne sais pas combien d'heures. Et au bout d'un certain nombre d'heures, le guide nous a dit, vous voyez madame, là-bas il y a une guérite. Et dans cette guérite, il y a un gendarme français. Une fois que vous êtes à cette guérite, vous êtes sauvé, vous êtes en zone libre. Bon, on a fait. On est arrivé en zone libre, donc à cette guérite. Là, le gendarme nous a dit, vous n'avez pas laissé passer, je ne peux pas vous laisser rentrer, on va appeler la gendarmerie. Il a pris le téléphone de campagne, il a commencé son manivelle, il a appelé la gendarmerie. Ils sont arrivés avec une Juve à 4, 2 gendarmes, ils nous ont embarqués, les 4. Ils nous ont emmenés à Rouen. Ils nous ont déposé à un hôtel. Ils nous ont dit, écoutez, restez là, essayez de prendre un café ou quelque chose, il n'y avait rien à boire, rien à manger non plus à l'époque. Et madame, on va venir vous chercher dans 1 heure pour vous amener à la gendarmerie, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ils sont venus chercher maman à peu près 1 heure plus tard, ils l'ont amené à la gendarmerie. Et la gendarmerie, les gendarmes ont dit, vous savez madame, vous ne pouvez pas rester en zone libre, si vous n'avez pas laissé passer, on n'a pas le droit. Et ma mère leur a dit, écoutez, vous êtes en train de parler comme des poches. Elle dit, madame, ne vous inquiétez pas, on va essayer de trouver une solution, mais il faut qu'on sache ce que vous avez de particulier pour qu'on puisse vous garder en zone libre. Et maman a dit, vous savez, messieurs, mon mari, il a quelque chose qu'il a fait pour l'armée française. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pour l'armée française? Il dit, écoutez, je ne peux pas vous dire, je ne me souviens pas du terme, mais il a reçu quelque chose de l'armée française, dont je dois trouver le nom pour vous dire ce que c'est. Ils lui ont dit, écoutez madame, vous allez dans cette pièce, vous y restez tranquille, vous allez chercher quel est ce texte dont vous parlez. Bon. Ils ont mis ma mère dans une pièce, elle a commencé à chercher. Et au bout de
certain temps, elle a frappé la porte, elle a dit « J'ai trouvé ». Alors, ils l'ont appelé, ils ont dit « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Elle a dit « Mon mari, il a une affectation spéciale de l'armée française. » Oh, punaise, tout a changé. « Ah, mais madame, ça change tout. Si votre mari a une affectation spéciale, ne vous inquiétez pas, on va vous garder dans lit et on va chercher votre mari. » Ils ont ramené maman à l'hôtel, on a mangé quelque chose, et croyez-le ou pas, j'ai jamais compris, on ne savait pas où était mon père. Ils ont trouvé mon père dans l'après-midi, le soir il est arrivé avec le train à Rouen. Alors on ne s'était pas vu pendant un an, sans savoir où il était. Dans grande joie de se retrouver, on est parti le lendemain de Saint-Chamond, de Rouen pour Saint-Chamond, où il était. Et on est resté à Saint-Chamond à l'hôtel pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, nous sommes partis à Charbonnières-les-Bains. Alors, je dois vous dire également petit aparté pourquoi mon père était à Saint-Chamond. Mon père était à Saint-Chamond parce que quand il était interné au camp l'Émile à côté d'Aix-en-Provence, avec mon frère, il a eu une permission de sortie pour chercher du travail. Et dans le train, ils l'ont arrêté, ils l'ont pris pour un déserteur qui cherchait. Et du coup, ils l'ont amené au Fort Saint-Jean de Marseille. Ils l'ont enfermé au Fort Saint-Jean, où il est resté pendant 3 semaines. Il a attrapé une jaunisse, et pendant qu'il était au Fort Saint-Jean, il a cogité, il a pensé à une invention, à une idée qu'il avait, pour savoir quoi faire quand il va sortir de la prison et faire venir sa famille. Et il a pensé, tout bêtement, à une machine à fabriquer des macaronis. On le bête comme ça. Et puis il a dit, ça, il y a quelque chose. Et quand il est sorti, ils l'ont relâché au bout de 3 semaines, en s'excusant, parce qu'ils ont arrêté le vrai déserteur. Ils ont dit, monsieur, nous nous excusons, vous êtes libre, mais pour vous dédommager de vous avoir enfermé, nous vous permettons de faire un service armé dans les Alpes, chasseur alpin à Digne ou à Gap. Je n'avais pas demandé autant, mais enfin bon. Il est allé donc à Gap, 3 semaines, et 3 semaines après, il est revenu à Saint-Chamond. Vous avez trouvé un partenaire, un associé. Un associé pour justement exploiter l'idée qu'il avait eue en prison, à savoir, avec cette machine à macaroni, il a pensé quelque chose, je rapproche encore plus, il a pensé, si vous n'entendez pas bien vous dites, hein, il a pensé fabriquer, grâce à cette idée, des électrodes cinématographiques. Ah oui, je vais te dire comme ça. Des électrodes, moi. Merci. Les électrodes, merci. Les électrodes cinématographiques. Qu'est-ce que c'est qu'une électrode cinématographique? Ce sont deux morceaux de charbon, un positif et un négatif. Dans le négatif, il y a des sels, dans le positif, il n'y en a pas. Quand les deux charbons se touchent, avec l'électricité qui rentre, on tire et on forme un arc. Et cet arc-là est projeté sur un miroir qui lui projette la lumière sur l'écran de la salle de cinéma. Alors, quelle était son idée? Depuis la prison, il savait que dans le monde, il n'y avait que 5 fabricants d'électrodes. En France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon. Eux seuls fabriquaient les électrodes. Et pour fabriquer des électrodes, il fallait 5 semaines. Et son brevet à lui, il fabriquait la même chose en 12 heures. Il a pris un brevet et il est allé voir la société française de Carbone Lorraine, qui ont tout de suite dit on achète le brevet. Grâce à ça,
il a pu toucher beaucoup d'argent. Donc, nous sommes partis de Saint-Chamond à Charbonnières. À Charbonnières, je suis retourné à l'école primaire pour passer mon certificat d'études que je n'ai pas pu passer l'année d'avant à cause de Shabbat. J'aurais eu 97 ans, sinon. Absolument. Donc j'ai passé mon certificat d'études en juin 41 et ma sœur était à l'école également à Charbonnières. Mais après le certificat d'études, il n'y avait plus de lycée à Charbonnières, donc il n'y avait plus d'école. Donc je n'ai pas pu faire mon étude depuis juin 41. J'ai fait quelques cours de mathématiques à titre privé, mais je n'ai pas pu faire grand-chose. Arrivé en 1942, après un hiver très dur, 41-42, mon père a été recherché comme travailleur STO, service de travail obligatoire, comme beaucoup d'étrangers. Et tout le monde lui a déconseillé, surtout n'y allez pas, si vous y allez, vous n'allez pas revenir. Donc, fin août 42, là commence un grand périple. Mon père dit, on quitte Charbonnières tout de suite. On abandonne tout, encore un coup. On va à Lyon. Mais à Lyon, il n'y avait personne. On ne connaissait personne. On est allé, il y avait ma mère, ma soeur, moi, mon père, et mon frère était déjà à Lyon chez une amie. Il avait déjà 19 ans. On est allé à Lyon sans savoir aller où. Chaque nuit, on a couché ailleurs. Mon père, il s'est fait mettre, il a mis une casquette basque, béret basque, il s'est fait pousser la moustache, enfin bref, c'était plus mon père, pour pas qu'on le reconnaisse. On a erré dans Lyon pendant plusieurs jours, et mon père a eu la chance de trouver une cache pour ma soeur et moi. À Vèze, je ne sais pas si vous connaissez Lyon, Vèze c'est la banlieue de Lyon. C'était une cache où il y avait beaucoup d'enfants juifs qui étaient cachés, de bas âge, de l'ordre de 2-3 ans jusqu'à 15-16 ans. Moi j'avais 15 ans à l'époque, ma soeur en avait 12. Et mon père, il a trouvé un cloître. Et le cloître, c'était, qu'est-ce que c'est de l'activité? C'était un... Le préposé du cloître, ça s'appelle quoi? C'est un... C'est pas un curé. C'est un prêtre. Pardon? Un Un prêtre. Le prêtre lui a dit, mais monsieur, vous pouvez rester chez nous. Et mon père a dit, est-ce que je peux amener mes enfants qui sont cachés actuellement également à Vèze? Il m'a dit, quel âge ont-ils? Il a dit, ma fille a 12 ans, mon fils a 15 ans. Il dit, votre fille, on peut la prendre, mais votre fils, on ne peut pas le prendre. Mais on va s'occuper de lui. Vous allez chercher votre fille. Il en était caché. Et votre fils, vous allez lui dire, demain matin, il part. Je fais un tout petit bagage de 3 fois rien. Il part à pied de là où vous êtes caché, de là où vous étiez caché. Il va à la gare Perrache. Je ne sais pas si vous connaissez Lyon, Vèze jusqu'à Perrache, c'est très long. Pour longer la Saône, c'est très long. Il va à Perrache, il prend un train, il va au Puy-en-Velay. Il descendra au Puy-en-Velay. Là-bas, il ira trouver le rabbin du Puy, qui lui sait quoi faire. Ce que j'ai fait. Il a amené ma sœur au cloître, et moi le matin, à 4 h du matin, je suis sorti, j'étais caché, à pied, j'ai longé la Saône, c'était fin août, début septembre, jusqu'à la gare Perrache. J'ai pris le train, je suis descendu en Puy-en-Velay. En sortant du Puy-en-Velay à la gare, il y avait un agent de circulation, j'ai demandé, pas de raison de vous dire quelque chose, j'ai dit à l'agent, est-ce qu'on peut dire où habite le rabbin? Où habite le rabbin? Il m'a dit, oui, il habite juste à côté. Je suis allé voir le rabbin, qui m'attendait. Il m'a dit, je sais, tu vas manger quelque chose, il devait, je ne sais pas, quelque chose comme 4 h l'après-midi, tu vas manger quelque chose. Et en bas, tu vois, par la fenêtre, il y a une boutique avec un rideau de fer.
Voilà la clé, tu roules le rideau de fer, à l'intérieur il y a un lit, il y a un réveil, il y a de l'eau. Tu te couches là, même matin de bonne heure, tu sors, tu fermes le rideau de fer, tu mets la clé dans ta pochette et tu vas à la gare routière. Là tu prends un car, m'a indiqué quel car c'était, je ne me souviens plus, et dans ce car, tu dis au chauffeur que tu dois descendre à une station que lui connaît, que je ne connaissais pas. Il te fera descendre. Ce qui fut fait, je suis descendu à la station que le chauffeur m'a indiquée, et là il m'a dit, tu vas tout droit, et tu vas voir, au bout de quelques kilomètres, il y a une ferme, une grande ferme. Et ce que j'ai fait, je suis arrivé à une grande ferme, il y avait un drapeau français qui flottait, c'était une ferme des éclairs unionistes de France. Éclaireurs, unionistes de France. Je suis arrivé là-bas, ils m'attendaient, ils étaient au courant. Ils m'ont donné un vêtement, une culotte d'éclaireur, une chemise d'éclaireur, un foulard. J'étais comme les autres. Il y avait beaucoup d'autres juifs qui étaient là aussi. Et je suis resté une semaine. Je n'avais pas de nouvelles de mes parents. Je suis resté 2 semaines. Pas de nouvelles de mes parents. Et j'ai demandé au préposé, il dit, est-ce que je peux partir pour chercher mes parents? Il dit, tu pars quand tu veux. Je lui ai dit, je peux partir. Et j'ai dit, je vais encore rester une semaine. C'était toujours en septembre 42. Et le 22 septembre 42, j'ai dit, je pars. Je n'avais pas d'argent. Je ne savais pas où étaient mes parents, si ce n'est dans un cloître à Lyon, à Villeurbanne, c'est tout ce que je savais. Je suis parti du camp, j'avais 15 ans. J'ai vu un paysan qui avait une brouette, c'est pas une brouette, il avait du foin dedans, il m'a dit tu montes dans le foin, tu te déposes au car, et au car tu prends le car pour aller au puits. Ce que j'ai fait, j'ai pris le car m'a ramené au puits je suis retourné voir le rabbin, j'ai fait le même processus en sens contraire, il m'a dit le lendemain, tu ne prends pas le car, tu prends le train, tu rentres à l'eau. J'ai pris le train, et dans le train, c'était un train bondé, et dans le train, je me suis dit, j'ai un problème, je n'avais pas d'argent. Et mes parents, le cloître étant à Lyon, à Villeurbanne, j'ai dit, quand j'arrive à la gare Perrache, si je prends un tramway, pour aller de Perrache à Villeurbanne, il faut un tramway avec un billet à correspondance. Et le billet coûtait à l'époque 2 francs. Je n'avais pas assez pour 2 francs. Et j'étais dans le train, dans le couloir, le train était bondé, et j'ai dit à un monsieur qui était debout à côté de moi, j'ai dit, écoutez monsieur, voilà, est-ce que vous pouvez me donner le complément de 2 francs? Parce que je dois prendre le tramway. Il m'a donné 2 francs. Je suis arrivé à la gare Perrache, c'était donc le 23. Je suis parti le 22 du camp, c'est le 23 à midi. Je suis arrivé à la gare Perrache le 23 à midi. J'avais mon petit bagage, je dis je ne vais pas l'emporter avec moi, je vais le mettre à la consigne est gratuite, on paye à la sortie. J'ai mis mon bagage à la consigne, j'ai pris la clé et j'ai pris le tramway. Et le tramway, j'ai changé correspondance et j'ai demandé au conducteur, est-ce que vous pouvez m'arrêter à une station où il y a un cloître? Je ne savais pas, j'ai la mesure. Il m'a dit oui. Il faut de la chambre, il m'a dit attention. Il m'a arrêté à une station, il m'a dit c'est par ici. Je suis descendu, j'ai vu un agent de la circulation, j'ai dit monsieur, vous pouvez m'indiquer le cloître? Il dit oui, juste à côté. Je vais au cloître. J'arrive à la réception du cloître, je dis, est-ce que mes parents sont encore chez vous, monsieur et madame Glover? Il dit oui, ils sont au premier étage. J'étais heureux comme tout. Je monte au premier étage, il y avait une énorme porte, très grande porte voûtée. J'ouvre cette porte, et qu'est-ce que je vois dans une très grande pièce? Mon père, ma mère, ma soeur et encore 2 ou 3 autres personnes. Et mon père, me voyant à la porte, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je vous cherchais.
Je ne savais pas de vos nouvelles, je vous cherchais. Ah, il me dit, ben écoute, tu tombes bien. Il était dans moi le car. Je suis arrivé à Gare-Perrache à midi. Il m'a dit, écoute, tu tombes bien. Tu tombes bien. C'est mieux. On part à la gare tout de suite, on part en Suisse. Tu pars avec nous, mais on ne voyage pas dans le même train, dans le même wagon. On a des faux papiers. Toi, tu as également des papiers. On ne se connaît pas. Si on était avec eux, on ne se connaît pas. Un quart d'heure après, on partait du Cloître. Il était donc 1 heure. On s'est retrouvé à la gare Perrache, d'où je venais. J'ai dit à mon père, écoute, j'ai mon petit bagage. Mais laisse tomber. La consigne, mon frère, on lui enverra la clé, il ne cherche pas. Je suis monté dans le train. Dans un wagon, mes parents dans l'autre. Mon père, ma mère et ma soeur. On ne s'est pas parlé jusqu'à Thonon. Il m'a dit, on descend à Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, c'est au bord du lac Léman. On est arrivé le soir à Thonon-les-Bains. Il devait être peut-être, je sais pas, 6 heures, 7 heures. C'était le 23 septembre, c'est-à-dire la veille, le lendemain de mon départ des éclaireurs. On est arrivé dans une auberge, on nous a invités à une auberge, hôtel auberge, ils nous attendaient, on était 11 personnes. Ils ont dit voilà, vous allez manger une soupe, et puis vous partez tout de suite à pied dans les Alpes. On vous donne une couche, on vous donne une miche de pain, et vous partez. Il y avait un guide. Et toute la bande, on était donc 11 ou 12 personnes, je ne sais pas exactement, on est parti de nuit dans les Alpes. On a traversé les Alpes de la nuit du 23 septembre pour arriver en Suisse le 26 septembre, c'est-à-dire 3 nuits et 2 jours. On a couché à flanc de coteau. On a mis des pierres sous nos chaussures pour ne pas glisser quand on dormait, parce qu'on était carrément contents. 3 nuits, 2 jours. On mangeait des pommes, parce qu'il y avait des pommes, c'est tout ce qu'on trouvait. Et on est arrivé en Suisse, en vue de la Suisse, à la matinée du 26 septembre. Et là, le guide nous a dit, vous voyez, là en bas, c'est la Suisse. Mais il faut que vous traversiez 5 km entre la Suisse pour ne pas être refoulé. 5 km. Il nous a laissés. Les personnes se sont séparées chacun de leur groupe. Et mon père, ma mère, ma soeur et moi sommes descendus. On traverse cette plaine, une grande plaine. On est arrivé à une gare, une petite gare, qui s'appelait Saint-Jean-Golf. On a pris le train. Mon père a dit, on va essayer d'aller à Berne. On a pris le train et on est descendu à la gare de Saint-Maurice. On est descendu à la gare de Saint-Maurice pour prendre un billet pour aller à Berne. Mon père a dit à ma mère et à ma soeur, vous restez assis sur le quai de la gare à prendre un chocolat, nous on va prendre les billets. J'étais avec mon père pour prendre les billets, on était au guichet de cette petite gare, et voilà pas qu'il y a 2 gendarmes qui arrivent et qui tapent sur l'épaule de mon père, il dit, papier s'il vous plaît. Mon père savait que c'était foutu. Alors ils ont dit, vous inquiétez pas, vous savez, si vous le refoulez, on se suicide. On arrivait 3 jours de la montagne. Ils ont dit non, ne vous inquiétez pas, on va déjà vous amener la gendarmerie, votre part. Et là, ils nous ont amené la gendarmerie à Martigny. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la Suisse, Martigny. Là, la gendarmerie nous a questionnés. C'était le 26 septembre. Ils ont dit bon, ce soir, vous allez coucher dans un dortoir sur la paille. Et demain matin, madame, ma mère, avec ma soeur, vous partez pour un camp d'internement à Bex-les-Bains, c'est pas très loin de Montreux, et vous les messieurs, mon père et moi, vous partez à Aigle, c'est pas loin de Montreux. Ce qui fut fait le lendemain, les 2 cars militaires nous ont emmenés, nous à Aigle, et ma soeur et ma mère à Bex-les-Bains. Nous sommes restés dans ces 2 camps 3 semaines. Il y a beaucoup de restés. Et au bout de 3 semaines, ils nous ont dit, vous allez partir dans un camp familial.
où il n'y a que des familles, et non pas des personnes seules. Ils nous ont transféré les deux camps de Aigle et de Bête-les-Bains à Athènes-Ville, qui se trouve tout à fait de l'autre côté de la Suisse, près de Zurich. On arrive donc dans ce camp, et à notre grande surprise, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? La sœur de ma mère, ma tante, son mari et ses 3 enfants, qui eux sont venus de la même manière, mais de Nice. Ils ont franchi également les Alpes. Bon, on était très contents de se retrouver. Et puis, au bout de 3 semaines, non, on est arrivé fin octobre, oui, à peu près au bout de 2 mois, avant Noël. L'armée suisse avait demandé à mon père s'il était prêt à collaborer avec l'armée suisse pour produire des électrodes cinématographiques pour les projecteurs pour la défense passive suisse. Et grâce à ça, on a été libéré pour Noël 1942 avec une résidence surveillée à Lausanne. Donc, nous sommes arrivés à Lausanne pour le 1er janvier, donc 31 décembre, 1er janvier 1943. Mon père a pu louer une chambre pour nous 4. Mais les Suisses ont dit, vous ne pouvez pas rester, votre fils ne peut pas rester avec nous, c'est un garçon réfugié, il faut lui trouver une famille d'accueil. Ils m'ont trouvé une famille d'accueil tout de suite, à Zurich. Je suis reparti de Lausanne à Zurich, j'ai pris le train, j'avais toujours 15 ans encore, il faut se mettre dans la tête qu'à 15 ans, maintenant à 15 ans on n'est plus évolué, à l'époque à 15 ans on était encore un enfant. J'ai pris le train, je suis allé à Zurich, et à Zurich, j'ai trouvé une famille charmante, où j'étais hébergé, très bien. J'ai été dans une école allemande, je ne comprenais pas grand-chose, enfin bref. Et puis au bout de 6 mois, je suis revenu à Lausanne. Et là, j'ai pu rester à Lausanne, mais toujours sans faire d'études, parce que je n'avais pas les moyens de faire des études, vu que j'avais perdu 2-3 ans. Alors mon père m'a envoyé dans un atelier mécanique, à l'école de poterie, à l'école commerciale, à l'école industrielle, dessin, enfin j'ai fait plein de choses. Mais je n'ai pas fait d'études réellement. Ce qui fait que je suis resté donc à Lausanne à faire cette espèce de voyage d'enseignement pendant presque 2 ans, et arrive la fin de la guerre, 1945. Mais avant 1945, il y avait 1944. En 1944, mon père me dit, écoute, tu ne vas pas rester en Suisse, tu vas partir pour la Palestine. Et moi, je n'avais aucune idée, hein. La Palestine, pour moi, ça ne me dit rien. Et l'ambassade, ils m'ont fait les papiers, j'avais une valise, une grande valise en bois, où j'avais tout le temps, avec 2 cadenas, avec mes initiales sur la valise. Et puis à ce moment-là, arrive l'armistice. Je pensais, j'ai dit, papa, je ne pars pas en Palestine, je rentre en France. Bon. Fin août 1945, je suis rentré en France, à Nice, où j'ai raccompagné notre grand-mère, qui habitait Nice avant la guerre. Je suis arrivé à Nice, j'avais juste 18 ans. J'ai essayé de passer tout mon permis de conduire pour pouvoir avoir une place chez les Américains en tant que chauffeur de Jeep. Ils m'ont pas pris, j'avais mon permis depuis quelques jours. Donc j'ai fait des petits boulots, j'ai vendu des livres anglais, j'ai vendu de la poterie. Je me suis débrouillé comme du but. Je n'avais pas de ressources. Et fin 1945, mon père est rentré de Suisse avec ma mère et ma soeur. Il a dit, on se retrouve à Paris, à l'hôtel du Louvre. Je fais un aparté encore. Mon frère, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était resté à Lyon. Il était resté à Lyon et après que nous étions arrivés en Suisse, mon père lui a fait comprendre qu'il pouvait venir nous rejoindre. Il a pris un guide avec d'autres jeunes. Ils ont été pris dans la montagne. Les Suisses les ont refoulés auprès des autorités françaises. Et là, il a été mis au camp de déportation de Rivzac. C'était fin 42, novembre 42.
Et mon frère, il avait une petite amie, là où il était caché à Lyon. Elle est allée le voir à Rivesaltes. Elle a demandé une sortie pour pouvoir se marier. Et pendant qu'ils étaient sortis pour se marier, elle l'a fait partir en fraude en Espagne. Il a donc pu se sauver pour aller en Espagne. Arrivé en Espagne, ils l'ont enfermé en prison à Gérone, avant que l'ambassade d'Angleterre l'a fait sortir et accueillir dans une famille espagnole. Je ferme la parenthèse. Pourquoi? Parce qu'on s'est tous retrouvés, mon frère compris, en venant d'Espagne, le 31 décembre 1945. Et le 31 décembre 1945, c'était au fond la fin de notre exode depuis 1933, c'est-à-dire 9 ans. Pendant 9 ans, il y a une autre chose, c'est que comme nous sommes partis d'Allemagne, l'Allemagne a dénaturalisé tous les juifs allemands en 1938. C'est-à-dire que depuis 1938, nous n'avions plus de nationalité allemande et nous n'étions pas encore français. Pourquoi? Parce que pour devenir français, il fallait être en France pendant 5 ans. Et quand nous sommes arrivés en France en 1933, il fallait attendre 1938 pour demander la naturalisation française. Mon père a fait la demande de naturalisation française. Le temps que les papiers se fassent, la guerre a éclaté. Ça a été bloqué. Pouf! Donc nous sommes restés apatrides de fin 1938 jusqu'au 15 juin 1947 où nous avons pu être naturalisés. Alors, une petite anecdote, un jour, il y a une petite fille qui a demandé, une copine de ma soeur qui a demandé quelle est ta nationalité. Alors ma soeur a dit apatride. Et elle a demandé à la petite fille, c'est où apatride? Elle a dit c'est à côté de Rouen. Voilà. On n'avait pas tellement l'idée, enfin les jeunes ne savaient pas très bien ce que c'était une situation très grave, mais pour eux c'était drôle. Donc, nous sommes rentrés en France fin 1945, et là a commencé une nouvelle vie, mais en partant de zéro encore une fois. C'est-à-dire on est parti d'Allemagne, on a tout perdu là-bas, on est parti de Paris, on a tout abonné là-bas, on est parti de Charleroi, la même chose. Et là finalement est arrivé fin 1945, on a recommencé vie à partir de 1946. Alors, je voudrais d'abord passer la parole à qui veut pour poser des questions sur l'exode. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Je sais que quand je raconte cette histoire, en principe, tout le monde est plus ou moins figé. Parce qu'on ne se rend pas compte que ce que je raconte est vrai. On croit que c'est un film ou une histoire, mais quand on n'a pas vécu, on ne le sent pas de la même manière. Et quand je vous raconte ça, j'ai vécu ça en tant que jeune homme. Quand je vous dis, j'avais surtout ce que je vous ai raconté, surtout entre 13 et 15 ans. Et je vais dire une chose très importante à mon idée. Dieu a dit, aide-toi, je t'aiderai. Si vous ne vous aidez pas, à savoir si vous ne faites pas ce qu'il faut pour vous aider vous-même, si vous ne prenez pas une décision, il y a des gens qui disent je vais, mais ils ne font pas. Alors je dis c'est pourquoi. Je répète ce que j'ai raconté tout à l'heure, à savoir, si je n'avais pas pris la décision de partir du camp des éclaireurs unionistes de France, le 22 septembre, si je n'avais pas demandé 2 francs dans le train pour aller prendre mon tramway pour rejoindre le cloître, et si mes parents avaient déjà été partis du cloître avant mon arrivée, j'aurais été perdu complètement. J'étais seul, sans argent, sans connaître personne. C'est pour vous dire que cette petite phrase que je viens de dire, du 22 septembre au 23 septembre, ça veut dire même pas 24 heures, décision de partir, décision de oser demander 2 francs, et aller retrouver le cloître, c'est le hasard qui a bien voulu me mettre près du cloître, retrouver mes parents qui partaient juste en Suisse
j'aurais jamais retrouvé mes parents. Et encore une autre chose. En 1937, j'étais à l'école Maïmonide, comme je l'ai dit tout à l'heure à Paris. Et à l'école Maïmonide, j'ai rencontré un ami qui s'appelait Henri Meyer, et nous sommes devenus de vrais amis. On en a très peu, vrais amis. Et donc, on était ensemble de 37 à 39, 38. 38, on était dans l'autre école Maïmonide à Boulogne. Et puis on est restés ensemble jusqu'à ma bar mitzvah. La bar mitzvah que j'ai faite avec difficulté. Pourquoi? Parce que il n'y avait plus de juifs qu'on connaissait à Paris capables de nous aider et d'assister à la bar mitzvah en 1940. Il n'y avait plus. Et ma mère m'a amené rue des Rosiers pour me montrer, pour qu'on me montre comment on met les téphilines. Pour apprendre la prière pour la Torah. Et le jour de la bar mitzvah, on n'avait pas trouvé 13 hommes. Mais mon ami Henri Meyer, il avait 6 mois de plus que moi. Il était donc le 10e homme. Grâce à lui, j'ai pu passer la bar mitzvah. En février 41, lorsque nous sommes partis de Paris, j'ai perdu mon ami Henri Meyer. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'arrive à Lyon, donc on était à Lyon, Charbonnières, et un jour de Charbonnières, je dis, ah, j'ai envie d'aller au cinéma. Il fallait prendre le train. Je n'avais pas d'argent pour prendre le train, j'ai pris le train sans billet. Et je suis allé à Lyon. Place des Terreaux, il y avait un cinéma, j'ai pris le premier. Et joué Porte Arthur. C'était un film japonais. Entracte, la lumière s'allume. La salle était pratiquement vide, c'était 2 heures l'après-midi. Je regarde autour de moi, qu'est-ce qui est assis derrière moi, 2 rangs? Mon meilleur ami Henri Meyer. Grande joie. On s'est retrouvés, on se voyait régulièrement. À Lyon, lui, il habitait à Saint-Cyr, à côté. Et arrive, on doit s'enfuir de Charbonnières sans que j'aie le temps de prévenir mon ami. On se perd de vue de nouveau. Lorsque je suis arrivé en Suisse, à Zurich, j'ai écrit, j'avais encore à l'époque 15 ans, j'ai écrit à la Croix-Rouge suisse. Et j'ai demandé, est-ce que vous pouvez me dire si mon ami Henri Meyer se trouve dans un camp de réfugiés suisses? Ils m'ont répondu oui, il est à telle adresse. Et on s'est retrouvés à Zurich, alors qu'on n'avait aucun moyen de se retrouver autrement. C'est le hasard. Vous ne croyez pas le hasard? Hein, c'est le hasard. Et je vais vous dire aujourd'hui. Puis après la guerre, il est parti aux États-Unis. On se voyait toujours. Il venait régulièrement en France et moi aux États-Unis. Aujourd'hui, on dit toujours, nous sommes des amis qui avons 86 ans d'amitié. Ils sont vivants. Et pour vous dire que parfois dans la vie, il y a des choses positives. Parce que pour moi, c'est positif. Mais j'ai dit aussi une chose, si je n'avais pas décidé d'écrire à la Croix-Rouge, je ne l'aurais jamais retrouvé. Si je n'avais pas pris le train sans billet, je ne l'aurais pas vu à Lyon non plus. Donc parfois dans la vie, il faut prendre des décisions. Et si vous ne les prenez pas, vous avez que vos larmes pour vous dire j'aurais pu le faire trop tard. C'est après qu'il faut le faire. Question, y a-t-il des questions? Alors, non, c'est bon, je vais d'accord. Merci d'abord. Je veux savoir si, intimement, comme ça, ou même intuitivement, vous pensez qu'il y a quelques similitudes entre les événements d'aujourd'hui et votre vie. C'est une question difficile à répondre. Parce qu'aujourd'hui, c'est collectif. À l'époque, c'était personnel. Chacun. Je vais répondre. Tous ceux, les juifs, allemands, peut-être ailleurs, qui ont cru
qui n'avaient pas besoin de bouger, ils sont presque tous morts. Donc vous voulez en venir là? Je dis, contrairement à aujourd'hui, les Juifs, dans beaucoup de pays, en Allemagne en particulier, quand Hitler est arrivé, qui n'ont pas pris la décision que mon père a prise, à savoir de partir tout de suite et de faire venir les siens. Tous ceux qui n'ont pas cru que partir était le seul moyen et ont cru que, étant allemands, ils seraient protégés, il n'y aurait pas de problème, ils sont presque tous morts. Ceux qui sont partis en France, en Angleterre, aux États-Unis ou en Palestine. Les autres sont morts. D'accord. Attendez. Pardon. Et les très croyants, en Allemagne, surtout en Pologne, ils ont dit Dieu pourvoira. Mais non, Dieu a dit il faut que tu bouges. Ils n'ont pas bougé. C'est un des motifs du massacre qu'il y a eu. Il vous appartient de prendre votre chance. Vous savez, moi j'ai une pensée toute bête. Chaque être qui naît, il a un destin. Le destin, il vous appartient. À vous de le faire bouger dans un sens ou dans un autre. Si vous êtes aveuglé, votre destin il est là, et vous ne faites rien, et il ne se passera rien, ou là, vous êtes mort. Quand vous êtes en danger, il faut bouger. Même le Shabbat, vous avez le droit de prendre des armes pour vous défendre. Ça va, d'accord. Mais vous n'avez pas répondu complètement à ma question. Si aujourd'hui, parce que aujourd'hui, déjà les gens qui sont français, disons non juifs, se posent bien des questions sur la France et le pouvoir de la République aujourd'hui. Donc nous, on est encore plus en droit de penser à ça. Comment vous sentez l'histoire? par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce qu'il y a maintenant? Non. Est-ce que vous avez pris une décision personnelle, Oui. pas si personnelle que ça, parce qu'elle a concerné votre famille entière, Oui. elle a concerné pas mal Oui. de personnes aussi en Allemagne, qui ont senti un danger venir. Aujourd'hui, la communauté juive en France perçoit un danger. À travers ce que vous avez vu, votre vision du monde en quelque sorte, est-ce que, je ne vous demande pas de deviner ou d'être devin, c'est pas ça, mais est-ce qu'il y a lieu de se dire un jour ou l'autre il faudra que je prenne une décision? C'est difficile. Voilà. C'est très difficile parce que la situation en France actuellement est de loin pas la même qu'en Allemagne quand il est arrivé. D'accord. Là, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand Hitler est arrivé, c'était embryonnaire. On ne comprenait pas ce qu'il allait se passer. On supposait. Là, ici, on sait déjà. Là, on sait. Là-bas, on ne savait pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous sommes, ma famille et moi, nous sommes allemands de 7 générations. Ma femme et moi, je ne connaissais rien. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous raconter. Je ne connaissais pas du tout mes origines en dehors, je m'appelais un tel. Alors, un jour, ma femme, qui adore faire des recherches en généalogie, elle m'a dit, tu ne connais pas, on va chercher. Et on a commencé à chercher. Et qu'est-ce qu'on a fait? Elle m'a dit, on va en Allemagne. Et on va chercher. Et nous sommes partis en Allemagne plusieurs fois. Et comme en Allemagne, il n'y avait pas de... Comment ça s'appelle ce qu'on fait? L'état civil. L'état civil. Si l'état civil en Allemagne, il est créé en 1875, en France, bien avant. Donc nous sommes allés faire un cimetière avec une brosse, du savon, pour brosser, pour lire, pour voir qui était en place. Et de fil en aiguille, on a commencé par Francfort, où je suis né. Et de Francfort, on a trouvé petit à petit les origines de mes grands-parents, d'où ils venaient. On est allé dans les villes d'où ils sont nés, où tous mes ancêtres sont nés. Et petit à petit, on est remonté à travers beaucoup de villes en Allemagne pour trouver côté de maman, côté de papa. Et j'ai pu remonter. Ça, je vais vous dire une chose. Mon nom, Glauber. Vous savez que
Les Juifs, avant, en Allemagne, comme en France, en Allemagne surtout, ils avaient 2 prénoms. Isaac, Jacob, Abraham, il n'y avait pas de nom de famille tel qu'il y a maintenant. Grâce à Napoléon, qui a dit pour donner l'égalité des droits aux Juifs allemands, vous allez devoir prendre un nom de famille autre qu'un prénom. Vous savez ça? Vous n'êtes pas? Eh bien, c'est comme ça qu'un de mes ancêtres, en 1803, a pris le nom de Glaubert. Pourquoi? J'ai jamais su pourquoi. Je l'ai découvert comme ça. Lui, il était d'une petite ville qui s'appelait Langenselbold. Rien que le nom, là, il vous fait déjà oublier le nom du mec. Et à côté de cette ville de Langenselbold, il y avait une ville qui s'appelait Glauberg. Et Glauberg, c'était une montagne fortifiée. Si on prend le terme Glau, c'est une montagne, c'est fort, Berg, c'est une montagne. Il a pris ce nom-là comme nom de famille. Parce que c'est un nom qui lui plaisait. D'où est né Glauberg. Je ne savais rien du tout. Ce qui fait que, entre parenthèses aussi d'ailleurs, lorsque nous avons été naturalisés en 1947, pourquoi? Non, pas qu'on ait voulu. Non, 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 non. On n'a pas voulu changer notre nom de Glauberg avec un G à Glauber avec un T. Non. Au journal officiel, ils ont fait une erreur d'impression, ils ont mis un T. Et mon père est allé le voir, il dit, vous êtes trompé, on a mis un T à sa G. Ah, excusez-moi, monsieur, il faut payer, ça coûte 40 000 francs. Il dit, allez, c'est bon. Il a gardé le T. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, qui n'a pas été naturalisé avec nous parce qu'il était majeur, il s'appelait plus comme nous. Lui, il a été naturalisé gratuitement. Parce que c'était membre de la famille. Et mes oncles, non, ils sont restés G. Tous mes cousins qui vivent, ils sont restés G. Tout ça à cause d'une erreur de frappe d'impression. Et pour vous dire, c'est souvent. Glaubert, c'est français. C'est Glaubert. Quand on dit Glaubert, c'est français. Glauber, c'est allemand. Berg, oui. On dit Glau, et pas Glau. Enfin, Simon Glaubert, Simon Glauber, ça fait juif. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai oublié de dire une chose, si vous permettez. Si vous avez regardé mon affiche, c'est marqué la vie de Simon Dibop. Ok? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ah, C'est Robert. voilà. Moi, j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté si jeune? Ah, ça, je ne sais pas demander au bon Dieu. Hein. Ah ouais, mais vous aussi. Non, mais je veux dire, si je suis jeune, l'apparence, c'est que je suis très optimiste. Ah oui, J'ai toujours le sourire, je suis optimiste, je suis positif. Parce qu'il y a une erreur de frappe, au lieu de 27, normalement c'était 47. J'ai une question. Malheureusement, c'est pas grave. J'ai une question. Attendez, je vais finir pourquoi j'ai dit la vie de Simon Dibop. Pour une raison plus simple. Quand je suis né le 30 juillet 1927, je suis né exactement un mois, jour pour jour, après la mort de mon grand-père, qui s'appelait Simon. Et j'ai pris son prénom comme c'est prévu dans la religion, automatiquement. Quand on est de petit Simon, il est mignon, ma grand-mère se mettait à pleurer. Alors mon père a dit, on va trouver un autre nom. Et à l'époque, en 1927, le nom américain, abrégé de Robert, c'était Bob. Ils m'ont appelé Bob. Ce qui fait que quand je me présente à un Américain, Bob, il me dit Robert, le nom Simon. Parce que c'est vrai, on ne peut pas deviner que le Bob, c'est pas mon vrai nom. Ça m'a été donné pour éviter qu'on m'appelle Simon. C'est pour ça que j'ai appelé ma fille Simon dit Bob. Elle veut raconter quelque chose. Oui. Vous l'avez ou je prends le micro? Allez-y. Je prends le micro? Oui, monsieur, madame. Je vous en prie. J'appuie. Non, rien du tout. Vous montez sur l'estrade si vous voulez. Oui. Pardon. Eh bien, moi, je suis aussi de cette période. J'avais. On habitait Tunis. On habitait Tunisie, on est né à Tunis. Et tout l'ensemble d'immeubles était habité que par des juifs.
3 étages. On avait 3 étages, que des juifs, on était des familles par étage. Et puis un jour, maman était avec 2 petits et nous, 3, les 3 aînés, on était autour. Et on voit arriver les Allemands chez nous. Ils sont rentrés, ils ont attrapé pas mal d'hommes, dont mon père et mon oncle, Mardoché et Jacob. Mon père Jacob, mon oncle Mardoché. Ils les ont pris, et puis ils ont vu les enfants autour de ma mère. On était autour de ma mère. Et ma mère avait les 2 derniers à côté, comme ça. Puis il a dit, c'est vos enfants? J'ai dit oui, oui. Et il y en a d'autres? Elle a dit non, c'est ça. Bon. Elle a dit bon, d'accord. Ils sont partis, avec mon père et mon oncle. Ma mère, elle était intelligente, ou Kadosh Bakrou lui a mis. Elle nous a dit, regardez les enfants, sauvez-vous. Vous 3, sauvez-vous. Ils vont venir vous prendre. Vous partez. Comment on va partir, maman? Où on va partir? Elle me dit, allez-y, trouvez-vous un endroit, mais ils vont revenir vous prendre. On est partis. On a couru, mes 2 sœurs et moi, et on a été on est arrivé vers un cimetière avenue de Londres. Avenue de Londres à Tunis, un cimetière juif. Alors, j'ai dit à mes sœurs, écoutez, est-ce qu'on va chercher les morts? Non. On va chercher les vivants. Nous, on va aller vers les morts. Et on est rentré au cimetière. Mes 2 sœurs et moi. J'étais un peu plus maligne que quoi, les 2 grandes. Et puis du coup, on cherchait comme ça, partout, et on a trouvé une tombe vide. J'ai dit, mes sœurs, on va rentrer là-dedans. On va rentrer là-dedans. On verra bien ce qu'Hachem décidera pour nous. On donne notre vie à Hachem et lui décidera. On est resté là. Et après, on est resté longtemps. On a passé la nuit. Et le lendemain, il y a eu l'entrée des Français, des Anglais et tout. On a entendu le chauffard, les trucs. Je dis, ça y est, Khamouz gêne, les Anglais. Les Anglais, ils vont venir nous sauver. Allez, les sœurs, on sort, on va répondre maman. Mais mon père, il est resté longtemps quand même avec mon oncle. Cette histoire-là, jamais je l'oublie parce qu'elle m'a beaucoup marqué jusqu'aujourd'hui. Pour toutes ces familles qui sont jusqu'à présent. Heureusement qu'on chantait, qu'on disait Khamoujana. Ça y est, les Anglais sont là, ils vont nous sauver, les Anglais, les Français. Et oui, grâce à Dieu, je n'oublierai jamais ça. Jamais. Faut pas oublier tout ça. On est chers, nous les Juifs, on est chers. Il faut faire attention à vous tous, aux enfants, à tous, et qu'Hachem nous protège tous. Amen. Amen. Merci, monsieur le rabbin, de m'avoir permis, parce que je l'ai là depuis tout le temps. Je ne peux pas oublier. Je n'oublie pas. Déborah. Bonjour, monsieur Navarre, vous avez une question? Oui, est-ce que vous avez des similitudes dans votre vie avec l'histoire de Joffo? Le cercle de vie, avec Joffo. Avec les enfants, Joffo. Ils étaient à Marseille, après ils sont partis seuls, et les parents les ont rejoints, ils sont partis en Suisse. Vous vous rappelez, vous allez connaître l'histoire? Avec des similitudes. Il dit ça parce qu'il était coiffeur. Non, c'est le frère qui a écrit un livre. Ouais, j'allais vous dire quelque chose aussi, que j'ai oublié de dire. Mon oncle, le frère aîné de mon père, qui passe également de Francfort à Paris, lui, il a été pris à Marseille, il habitait Nice, il était à Marseille ce jour-là,
il a été raflé, il a été déporté. Il est passé par Drancy, il a été déporté. Et lorsque nous étions en Suisse, mon père a appris ça. Il a pris contact avec la Croix-Rouge internationale pour savoir s'il pouvait faire quelque chose pour le faire sortir. Et ils ont dit, vous savez, ça va être très difficile. Et même si on le trouve, il ne voudra jamais parce qu'il ne croira pas qu'on vient de la part de son frère, de tout. Alors mon père a dit, bon, je vais vous écrire une lettre de ma main, qu'il va reconnaître. Il a fait une lettre, il a donné la Croix-Rouge internationale, et ils ont dit qu'ils l'ont vu, ils l'ont trouvé, il n'a pas voulu croire que c'était pour le faire sortir. Alors, est-ce que c'est vrai qu'ils l'ont trouvé ou pas? Je ne sais pas. Il est possible qu'il était tellement apeuré qu'il n'a pas osé partir, sachant que peut-être il allait tuer. Ceci étant, il n'est pas sorti, mais lui, il est mort en 1944 dans la marche de la mort. Oui, Il est tombé. Vous avez connu Rothstein? Oui, il est tombé. Ouais. Mais je vais vous dire une chose. Mon oncle, dont je vous parle, il était dans le même wagon que Clark Fell, le père, en déportation. Et quand vous voyez la liste de ceux qui étaient dedans, vous êtes à Jérusalem, le monde dont les wagons, c'est ensemble. Voilà. Plus fort. Alors, j'ai adoré votre récit. C'est pas fini, hein? C'est super bien. D'accord, c'est pas fini. Très bien. Mais je reste sur ma fin sur le début de votre récit. Là, vous avez parlé de votre papa qui était apparemment un homme très intelligent. Et il a attendu d'être réquisitionné pour partir. Pourquoi il n'est pas parti avant? Il a bien vu que ça se passait mal. Pourquoi il a attendu? Pourquoi il n'a pas vendu son usine avant que ça arrive pour pouvoir partir? C'est avant Hitler. Non, c'était pendant Hitler. Non, En 33. vous allez à votre tour. C'était embryonnaire à l'époque. C'était embryonnaire. Ils ne se rendaient pas compte, son frère non plus, les autres juifs non plus. Et ça s'est passé à une vitesse tellement énorme que si vous n'avez pas bougé tout de suite, c'était trop tard. Donc du jour au lendemain. Ah, bref, il est parti. Le temps devant le faire un peu d'affaires. Il n'a même pas pris sa voiture, il a fait réparation, il est parti comme ça. C'est pour ça que je dis que si vous prenez la décision à chaud, vous le sauvez. Sa sœur, elle n'a pas cru, elle a envoyé ses enfants à Londres avec la nounou. Et eux deux, le père et la mère, sont restés. La sœur de mon père, elle a été déportée. Elle est restée à Londres. Et son mari qui est parti en Argentine, il devait la faire venir. Quand il a su qu'elle était déportée, il s'est suicidé, il s'est jeté d'animaux. Vous pouvez dire que quand on ne bouge pas tout de suite, après c'est trop tard. Il a fait venir ma grand-mère un jour avant la déclaration de la guerre d'Allemagne. Autrement, il ne pouvait pas venir. Donc, je vous dis, parfois, il faut faire à chaud ce qu'on peut. Et si on ne le fait pas à chaud, après, on a que les yeux pour pleurer parce qu'on n'a pas pu. À chaud, ça veut dire quoi? Tout de suite. Tout de suite, c'est non, pas ça. Bah oui. Non, la chose, c'est prendre conscience tout de suite, sans faire une analyse. Si vous êtes en danger, si vous êtes en danger, c'est tout de suite. C'est immédiat. Sinon, c'est trop tard. Votre récit m'évoque, à propos de votre père, Eddie Lamar, qui habite en Autriche, dont le mari vendait qui avait une usine qui faisait des armes, qui vendait, elle a même reçu des nazis chez elle et tout. Elle est tout de suite partie, elle prend un bateau, elle arrive en Angleterre. En Angleterre, elle rencontre les gens de la métro Goldwyn Mayer. Elle était en 3e classe, Mayer. Elle se retrouve plus tard à Hollywood. Ça devient la plus belle femme. Vous parlez d'Eddie Lamar? Oui. C'était mon chouchou. Hein. Et elle a inventé. Le soir, elle cherchait. Elle était ingénieure le soir. Elle a inventé le Wi-Fi. Elle a inventé le sonar. Oui, le sonar pour les bateaux, pour qu'on puisse détecter les bateaux ennemis grâce au sonar. C'est elle qui l'a inventé. Oui. Oh, c'était mon ami. Hein. Ah ouais. De cœur. Oui. Dis-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plusieurs fois, monsieur. Vous voulez le micro?
Patrick. Pourquoi ton père a choisi la France et pas l'Angleterre? Il adorait Paris. Il était franc. En plus, il y a quelque chose de différent, le choix de Lyon. De Lyon. Lyon. Parce que Lyon, il y avait quand même la Gestapo qui était. Non, Patrick. Lyon, il y a la Gestapo après 42. On est arrivé, nous, en 41. C'était encore la zone libre. C'est pour ça que, si tu veux Paris, camp d'internement, zone libre, parce que les camps ont été déplacés en zone libre, libérés du camp, trouver du boulot, installé à Charbonnières, arrive STO, service de travail obligatoire. Puis, chercher à fuir dans Lyon, on n'a pas pu trouver la Suisse. C'est le même chemin qu'Abraham dans le parcours. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça va s'arracher à l'établi. Voilà. Donc voilà. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut bouger. Par exemple, quand on dit STO, il faut te présenter comme service de travail obligatoire. On lui a dit non, on ne peut pas y aller. Il a dit je dois y aller parce que ma famille sera en danger. Il a dit non. Il a fait son appui sur Lyon, on s'est perdu dans Lyon, etc. Donc, encore. Quelle question là par les plus jeunes? Une question. J'ai dit plus jeunes. Non. T'as raison. Moi, je suis pas mariée, je suis jeune. Moi, ce que je voulais demander, c'est par exemple, là, dans ce cas, vous dites que vous avez battu fer quand il était chaud, vous êtes parti. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on va être considéré comme français ou comme juif? Est-ce qu'il faut qu'on parte en Israël? Non. Je suis avant tout français. Il ne faut pas confondre français et juif. Il y en a qui font beaucoup d'amalgame. Elle n'a pas posé cette question, c'est pas la question qu'elle a posée. On dirait qu'on reste des juifs, quand même, peu importe. Mais vous avez de l'extérieur, pas de nous. Chère madame, vous serez toujours juif, Ah oui. quelle que soit votre nationalité. Et il faut rester quand même, au moins, de la nationalité du pays dans lequel on a adopté la vie. Quand il a adopté la France, le paiement service en France, les données en France, le scénario en France, la France, c'est moi, chrétien. Que ma croyance soit juive, ça sera toujours la même chose, ça ne changera jamais, même si je pars en Amérique. Écoutez, je vous dirai pas bien. Voilà, pour parler de juifs. En 1949, en 1949, en juin 1949, je suis parti à Madagascar, j'avais tout juste 22 ans, même pas. Je suis arrivé à Madagascar après 24 jours de traversée, longue. Je devais aller à Tananarive et on m'a retenu à Tamata. Tamata, c'est du port. J'ai dit, je dois aller à Tananarive, non, vous restez là, vous êtes désaffecté de Tananarive, vous êtes affecté à Tamata. Qu'est-ce que c'était là-bas? C'était l'électricité au Madagascar. Je n'avais pas encore 22 ans. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Vous êtes affecté comme responsable à l'importation du sucre, l'importation surtout américaine. Non, même pas. Dès le lendemain, je devais faire des connaissements. Les connaissements, c'est les papiers pour dédouaner les bateaux. Et je voyais, là-bas, il y avait une équipe de 200 ouvriers, manœuvres, et montage. Et un responsable qui parlait français, bien comme il faut. Et puis, je n'arrivais pas à les faire marcher, ces gens-là. Ils m'obéissaient pas. Je ne comprends pas. Il m'a dit, c'est pas toi le patron, c'est l'ancien. Bon, mais oui, il écoutait l'ancien patron. Il dit, mais oui, l'ancien. L'ancien patron, il est mort. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a été bouffé par un requin. Et celui qui l'a remplacé, il est tombé par la fenêtre, il est mort aussi. Mais je n'avais pas envie de rester là. Je suis resté. Et pour faire marcher l'affaire, l'équipe, il m'a dit, si tu veux le patron, et que ça marche, tu dois virer tout le monde. Je n'ai viré personne dans ma vie, mais là, il m'a dit, tu vires tout le monde. 200 ans. Et je fais quoi après? Et puis, il rembauche tous sur ceux qu'il ne faut pas rembaucher. Alors, j'ai fait mon cas. Samedi à midi, ils sont sortis, avec mon cas.
en embauche lundi matin. Et tous sont revenus, sauf ceux qui m'a dit ça tu ne reprends pas, ça tu ne reprends pas. Et c'était moi le patron, ça marchait plus chez. Parce qu'ils écoutaient le chef qui les a embauchés et pas l'autre. C'était un autre. Alors, pourquoi je vous raconte ça? J'étais à Madagascar, donc arrive Yom Kippour, je le raconte. J'étais le seul juif à Tamata. Il n'y en avait pas deux, il y en avait un. Je fais donc les prières de hein? Vous entendez au fond? J'arrivais donc, j'ai fait mes prières de Rosh Hashanah dans la pièce où j'habitais au-dessus de la centrale électrique. Et arrive Yom Kippour. J'ai dit à mon boy, j'avais un boy qui faisait la cuisine pour moi, j'ai dit écoute, demain tu ne fais pas la cuisine, demain je mange. Et puis à Yom Kippour, quand il dresse, c'est ma prière de Kohen, j'étais tout seul dans la chambre. Et c'était à quel âge? Tu avais quel âge? il avait, j'avais 22 ans et 2 mois. C'était donc mon col hydré et je ne mange pas, bien sûr, je ne bois pas, je mange. La nuit. Il ne faut pas oublier qu'en septembre, c'est la mousson, très chaud, très humide, tellement humide qu'à l'intérieur de ma chambre, l'eau coulait dans les murs, tellement c'était humide, et les cafards rentraient au pied du lit. Il fallait mettre des boîtes de conserve au pied du lit avec de l'eau dedans pour que les cafards tombent dans l'eau et ne remontent pas dans le lit. Bon, je suis donc dans mon lit, le jour du Kippour, la veille du Kippour, et je suis sous ma moustiquaire. J'éteins la lumière et je m'endors. En pleine nuit, je me réveille, j'ai très soif, mais très très soif. Je ne peux pas boire un Yom Kippour. Alors une lutte s'engage entre l'eau et moi. Et j'ai craqué, je me suis levé, je suis sorti de la moustiquaire, je suis sorti, j'étais à la glacière, il n'y avait pas de réfrigérateur. À la glacière, j'ai pris une bouteille de Perrier, et je me suis versé un grand verre de Perrier. Je suis retourné vers mon lit, il y avait ma table de lit, et j'ai posé le verre sur la table de nuit, je suis rentré sur la moustiquaire, et je regardais le verre, la lumière allumée. Et je me suis endormi. Ça, c'était une victoire sur moi-même. Et ça a été toute ma vie comme ça. Il faut lutter avec soi pour rester dans le droit chemin. C'est pas une question de prière, c'est une question de croire dans ce qu'on a reçu à l'éducation de ses parents. Tu respecteras le pour le Shabbat, le machin. Bon, je ne suis plus du tout aussi pratiquant qu'avant, mais mes parents étaient très pratiquants. Je suis devenu très libéral. Je respecte beaucoup de fêtes, toutes les fêtes principales, mais je ne suis pas du tout comme j'étais élevé. Alors, quand j'étais élevé, tout était interdit. Tu fais pas ci, tu fais pas, tu touches pas, tu bon. C'était épouvantable pour moi. Quand arrivait le Shabbat, c'était l'interdiction totale du tout. Je me souviens, pour aller à l'école le Shabbat, le matin, on allait à la synagogue à pied. J'allais pas à l'école alors que tout le monde y allait. J'espérais que pas un garçon va sortir pour me voir aller à pied à la synagogue. C'était pour moi une gêne. D'autant plus qu'on arrivait d'Allemagne, on était plus jeunes en France. À l'époque, j'avais 10 ans. Et toute ma vie, j'ai respecté tout ce que mes parents ont dit et fait. On montait à pied 6 étages alors qu'il y avait l'ascenseur. On disait à la gardienne, on frappe à la fenêtre pour que vous ouvriez le portail électrique, et ainsi de suite. Et ça, un jour, j'ai dit stop. Je m'excuse. J'ai dit stop. J'ai dit stop, je ne peux plus. Je ne peux plus. Il y a d'autres choses qui font que tu peux rester un bon juif sans respecter tous ces petits trucs. Et je l'ai fait d'autres, tu vois, quand le coup pour moi de ne pas voir les Yom Kippour alors que j'aurais craqué facilement, c'était pour moi une victoire beaucoup plus importante que de ne pas allumer la lumière parce que c'est interdit. Et tout ça par contre, tu ne créeras point. Je
fais reposer Shabbat. Je ne crée pas. J'appuie sur un bouton. Je ne frotte pas de silex pour faire du jeu. Donc j'analyse ce que je dis. J'analyse ce que je fais. Hein? On a discuté déjà. On a discuté. Je comprends. Et tu peux ajouter que tu fais toujours Yom Kippour Ah oui. Ah bah oui. à 96 ans, bien qu'ils sont très fatigués. Ah ouais. Attendez, je paye un petit peu, c'est vrai. Mais le Kol Nidré, c'est la veille. Mais le Kol Nidré, je pars de Roquebrune pour Nice, puisque je vais à la synagogue libérale de Nice. Je fais Kol Nidré à Nice, je reprends la voiture pour rentrer. Je repars le lendemain matin pour Yom Kippour et je reste la journée à Yom Kippour pour rentrer le soir. Sans boire. Ah bah oui. Ça fait partie de ma ligne. Hein? Non, mais franchement, je comprends qu'en Allemagne, ça devait être dur le Shabbat, les interdits. C'était trop jeune. Non, c'est parce qu'il n'y avait pas la DAF. C'est pas que la DAF, la Kaya aussi. La finale, Y a-t-il quelques questions encore? Témoignage. Tu m'as dit que tu n'as pas oublié de dire que tu avais des témoignages Qu'est-ce que c'était de la Fondation Spielberg. Ah oui. En 1900, le 23 décembre 1996, j'ai fait un témoignage à la Fondation Spielberg qui faisait des reportages sur la Shoah. C'est-à-dire ce que je vous raconte aujourd'hui, je l'ai fait il y a déjà de ça 27 ans. C'est accessible. C'est en vidéocassette. Oui. C'est accessible. Oui. Vous pouvez le voir dans toutes les universités du monde entier. Ensuite, 10 ans plus tard, en janvier et mars 2007, sont venus m'interviewer les comment ça s'appelle déjà, les archives départementales des Alpes-Maritimes, à qui j'ai fait également en audio, l'autre c'était en vidéo, en audio, le même compte de ma vie, mais avec 10 ans de plus. Ce qui fait ça aussi, vous pouvez le trouver aux archives départementales de Nice. Voilà. Donc, les témoignages, pour moi, je les ai faits parce qu'il faut que les gens n'oublient jamais ce qui s'est passé. Et si on ne le compte pas, moi je suis encore vivant, mais si je ne le compte pas, petit à petit, enfin, qu'est-ce qui va se passer avec les images catastrophiques d'Israël si on ne montre pas les gens diront que ça n'a pas existé? C'est la même chose. Ça va se passer pareil. C'est pour ça qu'il faut témoigner. Il faut avoir beaucoup de mémoire pour essayer de pouvoir se souvenir des détails. Et je vais vous dire une chose. J'ai tellement été imprégné par la vie que j'ai eue qu'une fois que j'ai fait le témoignage à la Fondation Spielberg, je me suis dit, ça y est, je peux débrancher tout ça. Pas vrai. J'ai jamais pu oublier une seule phrase, un seul mot, une seule date de ce que je savais depuis toujours. Une seule date et une heure précise. À une heure précise. Ça m'a marqué à un point que je n'ai pas pu m'en défaire. Et même aujourd'hui, ce que je vous raconte, c'est comme si c'était arrivé hier. Vraiment, vous ne comprendriez pas la chaleur avec laquelle je dis. Je dis avec l'honnêteté la plus totale, parce que j'ai vécu une chose qui sort de l'ordinaire. Si vous ne le racontez pas, personne ne croit. Ce que je raconte aujourd'hui, si je n'avais pas raconté 10 fois, je ne croirais pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas croire. Par exemple, les enfants, on était cachés à Vesse. On était, je ne sais pas, peut-être une 50aine ou 60 enfants. On est parti. Mon père a amené à ça. Et au moins, il m'a dit, tu pars même matin. 2-3 jours après, ils ont tous été rappelés. Bougez. Micro, le micro. Ah ouais. C'est la baguette. Voilà. Oui, mais question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux encore vous dire?
voudrais encore une fois te remercier pour avoir choisi notre communauté pour raconter ton histoire. Une nouvelle synagogue, que tu aimes beaucoup. Et nous aussi, on t'aime beaucoup. Regarde le petit clin d'œil de ce qu'il y a derrière toi. Là, ben, regarde d'où vient le donateur qui a offert. Regarde ici. Comment il s'appelle? Chrysler. Chrysler. Je ne connais pas. Voilà, c'est un petit clin d'œil de. Tu vois, j'avais que Francfort. Francfort, c'était une ville, la deuxième ville il y avait la plus grande population juive en Allemagne. Ouais, bah, ça a changé. Hein. Aujourd'hui, c'est la plus grande population arabe. Ça, c'est autre chose. Mais, je vais aller chercher. Mais Francfort, je vais dire une chose aussi. Quand nous sommes retournés en Allemagne, l'Allemagne avec la Vienne à Belgique. On a été tellement bien accueillis par les Allemands, vous ne pouvez pas le savoir. Je leur disais tous les civils. Non, mais il faut le dire. On a été accueillis, mais avec fraternité. Partout. Que ce soit dans les archives, que ce soit dans les musées, partout. Ils ont eu une compréhension. D'ailleurs, vous avez entendu parler du Stolperstein. Ça vous dit quelque chose? Le Stolperstein, c'est traduit en français, c'est la pierre trébucheuse. La pierre trébucheuse. Ils ont fait, c'est un monsieur qui a fait ça. Il a fabriqué des pierres en, je ne sais pas si c'est du cuivre ou du béton. C'est la taille d'une pierre, d'un pavé, et qui ont été mises devant toutes les portes où ont été déportés les Juifs en Allemagne avec leur inscription nom, prénom et date et lieu de décès. Et il a mis ça partout, que ce soit en Allemagne, la Convention en France, en Pays-Bas, partout. Il a cette précaution pour qu'on passe par-dessus, pas par-dessus, mais qu'on voit que celui-ci, il a habité là, celui-ci a habité là. C'est pas une invention, c'est des vérités. Et ça a été posé partout en Allemagne. Cela dit, il y a eu quand même 4 ou 5 chancelleries avant qu'ils se décident à faire un monument de la Shoah à Berlin. Tout à fait. Parce que chaque fois, les chanceliers arrivaient, on va s'en occuper, on va s'en occuper, et rien n'a été fait. Et vous savez qui est-ce qui l'a fait? Qui est-ce qui a provoqué l'histoire? C'est un aristocrate allemand, le fils d'un milliardaire qui fabriquait des cigarettes, qui s'appelait von Ritzma. Et il a dit la seule chose à faire, c'est de retourner sur la Wehrmacht et d'essayer de voir si la Wehrmacht avait un caractère cruel ou pas. Et il a travaillé pendant 3 ans sur les archives de la Wehrmacht et il a prouvé que la Wehrmacht avait un caractère cruel. Il y a eu 3,5 millions d'Allemands qui ont défilé pour voir ces photos et c'est que là que le mémorial a été construit. Très bien. Très bien. Très bien. C'est très cher. Voilà, les chers, je vous ai raconté. Ah oui, je vais vous dire. Attends, je vais dire quelque chose. Ma chère femme, ici présente. Elle m'a dit un jour, qu'est-ce que tu aurais aimé faire que tu n'as pas pu faire? Et j'ai dit, j'aurais aimé savoir jouer du piano et dessiner. J'ai pas fait. Et alors, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait un jour? Elle me dit, c'était fin 2006. Elle m'a dit, écoute, je t'ai inscrit à un cours de peinture. Bon. J'ai dit, j'ai pas envie de peindre. Non, mais je vais t'expliquer. J'ai demandé à ce grand maître, je ne sais pas, certains d'entre vous connaissez Régis Sibra. Oui, c'est un grand peintre. Je t'ai inscrit chez lui et je lui ai demandé est-ce que vous pourriez lui apprendre à dessiner. Alors, ma femme a répondu il a demandé quel âge il a votre mari. Alors elle lui a dit il a 79 ans. Alors il a répondu textuellement il ne va pas se faire chier à apprendre à dessiner, il à 30 ans. Il apprenne à peindre.
m'a inscrit pour un cours de peinture. Il m'a dit, inscrivez-les pour 3 séances, ici c'est peintre le gars. Voilà une de mes dernières. Quand on veut, on peut. Et je vais vous dire une autre chose. Ces peintures que je fais, je ne peins que au couteau et à l'huile. C'est pas au pinceau. Tout petit. Ça c'est déjà un grand couteau, mais j'ai commencé à peindre avec un tout petit couteau. Je mettais longtemps pour faire une toile, alors que maintenant je peins très vite. J'ai à peu près peint entre 350 et 400 toiles. Et j'ai commencé à peindre le 23 janvier 2007. Et alors, qu'est-ce qu'elles sont devenues ces Et donc il avait quel âge? Il avait quel âge alors? Je l'ai laissé chez moi, il avait donné son tonnet il est encore chez moi. Qu'est-ce que tu dis? Alors, je me demandais en 2007, il avait quel âge pour voir si je suis. En 2007, j'avais quel âge? En 27, t'as en 27, donc 80. ça perd du temps. Voilà. Je pas le temps de calculer. C'est pour vous dire que quand on a envie de faire, moi j'avais pas envie de faire. Hein. Écoutez, quand j'ai vu le bonhomme, M. Sibra, vous connaissez, grand, fort, barbu et pas très aimable, il m'a dit ici, on peint au couteau et de l'huile. Je ne savais pas peindre, je ne savais pas couteau, je ne savais pas. Il m'a dit, tiens, je te prête un couteau, voilà, puis je suis parti. Eh bien, cette toile, la première toile que j'ai faite, sous sa direction, bien entendu, elle avait le numéro 1. Je l'ai exposée à l'ACIF, Association culturelle israélite de France, à Cannes. Je l'ai exposée. Elle a vendu combien? Elle a eu le premier prix paysage. La première que j'ai faite. Il n'y a rien d'impossible dans la vie. Hein. On peut tout faire. Hein. Il y a quelque chose que tu n'as pas dit, c'est Von Gogh. C'est pas bon. Quand Hachem est avec toi, il est avec toi. Hein. Donc, vous voyez, je vous ai tout dit. Oui, madame. Vous avez écrit un livre? Je veux dire, Je suis dessus. Je suis en train d'écrire la même chose, mais c'est très long. Bien sûr. Pourquoi c'est le temps? Ouais, non, mais c'est très long parce que quand vous écrivez un livre, il y a encore beaucoup plus de détails. Bien sûr. À chaque fois que je fais une ligne, j'ouvre un paragraphe, je dis oh là là, il faut ajouter ça, il faut ajouter ça. Parce que si vous ne l'ajoutez pas, c'est pas complet. Bien sûr. Et si c'est pas complet, ça me travaille dans la tête, j'oublie. Il faut que je le mette. C'est très long. Mais je suis dessus. Je l'aurais peut-être fini avant ma mort, mais je suis dessus. Et vous avez appris le piano aussi? Non. Non. Ah, ça me manque beaucoup. Je ne sais pas dessiner non plus, hein, toujours pas. Oui, question. on se connaît depuis très peu de temps finalement. Et ce que je connais de toi, c'est qu'à travers tes peintures, on a mangé ensemble il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que ton récit me fait penser à ces peintures justement. À qui? À toi. Pourquoi? Parce que finalement tu n'as fait que composer. Tu as composé sans cesse, sans te rendre compte que tu étais déjà un peintre. C'est vrai. Tu as peint ta vie. C'est vrai. C'est ça qui mais ça, au fond, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'au fond, qu'on voit cette peinture. Mon maître, Sibra, il me disait, au bout de 2 ans, je lui ai dit, écoute, est-ce que je ne peux pas faire autre chose que des petites maisons des cyprès et des lavandes? Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Et un jour, j'ai commencé à peindre à ma manière. Puis un jour, je lui ai dit, mais Régis, tu as copié ma toile. Il a dit, non, je n'ai pas copié. Et c'est vrai qu'il arrivait aussi à sortir un petit peu du style qu'il avait, qui était toujours le même style provençal, merveilleux. Mais parfois, il faisait des toiles superbes. Et quand je commençais à le peindre à ma manière, il me disait, quand j'avais le cours le matin, alors, qu'est-ce que tu peins aujourd'hui? Je dis, j'en sais rien. Et quelle couleur tu prends? J'en sais rien. Et c'est vrai, je ne savais pas. Quand je fais une toile comme ça, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Je disais, il faut le faire à chaud. Je prends une décision comme ça. Eh bien, je prends ma toile, je l'arme, je prends ma boîte de peinture, mes tubes de peinture, attends. Et je regarde quelle couleur dominante je vais prendre. Je ne sais pas laquelle. Je regarde, et en fonction de mon jour, je dis, je vais partir sur du bleu, du rouge, du jaune, machin. Et ça, c'est exactement ça.
Et toutes mes toiles que tu vois, c'est des toiles qui sont basées sur une inventivité totale. Ça me rappelle à certains égards, ça me rappelle Rothko. Qui? Ça me rappelle Rothko. Oui, c'est vrai. Mais mon style, si tu veux, c'est pas un style. Ah oui, d'accord. C'est un défoulement. Si tu veux, c'est très naturel. Voilà. Tu vas en offrir une à la synagogue. Hein? Tu vas pas en offrir une à la synagogue? Je veux, oui, bien sûr. Alors, on a métier là. Je peux faire ça. Mais toi aussi, il faudrait dire que tu es devenu aussi le président des anciens élèves de Régis Sibra. Ah oui, oui, nous avons créé avec mon ami ici présent, ces deux amis, la femme, l'ex-femme de Régis Sibré et Nicole Hortz. À la mort de Régis Sibra, nous avons créé une association qui s'appelle APERS. APERS veut dire artiste, peintre, élève de Régis Sibra. Et nous avons un atelier dans le but, Fréjus, rue Reynaud. Nous sommes 17 peintres, artistes amateurs. Nous peignons ensemble. Ah oui, nous peignons ensemble. Oui, enfin, vous avez tout compris. Voilà. Vous avez tout entendu là-bas, je pense. Non. Pardon? Rue Reynaud. Rue Reynaud, c'est derrière la mairie. C'est tout proche de la place Vernet, le parking Vernet. Voilà. Ah oui, ça y est, je vois. Voilà. Et nous avons un atelier. Enseignement de la salle des ventes. Pardon? Enseignement de la salle des ventes. À côté, pas loin. La salle de vente est sur le parking. Nous sommes de la première rue en bas. Ouais. Et juste pour comprendre, on ne voit pas le samedi ici, à Shabbat. Le Shabbat, de temps en temps, une fois par semaine. Elle aussi. Moi, c'est un petit groupe, c'est Rosh Hashanah et c'est Chonimel. Même Pessah, je ne dis pas Pessah, je fais Pessah à la maison. Maintenant. Oui, Pessah à la maison. Et je compte la sortie d'Égypte. On a encore tellement de questions à te poser que si tu venais à Shabbat, franchement, on aurait plein de choses à se dire. Quel est ton prénom? Philippe. Samuel, Philippe. Bon, mais moi maintenant, celui-là. Moi, je suis là. Voilà. C'est la lumière qu'on te Après, dans quelques minutes, vous êtes tous invités à prendre une petite collation avant de partir. Et comme Simon il a dit qu'il faut oser. Alors déjà, j'ose dire devant tout le monde que je t'aime. Hein? Et voilà, vous voyez que la synagogue, elle est là en construction. On est en train de renforcer la sécurité en ce moment avec les événements. On a installé les caméras. On va changer aussi les portails pour qu'ils soient en fer forgé et sécurisés. Donc toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour la synagogue et nous aider, ça un budget à plusieurs milliers d'euros. Voilà, je demandais à toutes les personnes qui veulent participer. Et le fait bien de dire, bah voilà, ça prend le temps. Je vais mettre un interphone. On va mettre. Pour qu'on puisse rentrer son agent de pierre parce qu'il nous ouvre. D'accord. Ça fait de la lumière face à l'obscurité. Oui. Ah, voilà, tu as un titre. Comment? Ouais. Il y a un titre comme ça. Pour ça, il faut en offrir une comme ça à la synagogue, parce que ce serait... C'est-à-dire, tu n'as pas de temps pour le mettre. On va le vendre aux enchères. On va le vendre aux enchères. Il faut construire un mur. Voilà mes chers, je vous ai tout raconté à peu près. Il y en a beaucoup plus, mais c'est des détails. Encore des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup.